c'est fini. Aujourd'hui, et pour toujours, et pour l'éternité, à jamais, le Paris Saint-Germain est champion d'Europe. Bonjour Nabil Djellit. Mon frère t'avait déjà eu pour un podcast sur Riyad Mahrez. Il y a quelques mois, c'était l'un de nos premiers podcasts. Aujourd'hui, c'est un plaisir de t'accueillir pour te parler en facecam sur cette saison inoubliable. Salut à tous, merci de m'accueillir. Et puis j'espère que le podcast sur Riyad Mahrez a fait un raz-de-marez, quoi. Non, il a bien marché. Les gens, ils ont apprécié toutes les anecdotes que tu as racontées, vu que c'était un joueur que tu connaissais. Ouais, c'est un joueur que je connais bien. Je connais toujours très bien. J'espère qu'on continuera à le voir jouer. Il y a la CAN qui arrive au Maroc et peut-être aussi une Coupe du Monde en cas de qualification. Donc voilà, quoi. Là, on vient de vivre une saison qui est mémorable, je pense qu'on peut le dire, sur tous les plans. Ouais. Si tu devais me donner le fait marquant de cette saison, j'ai déjà mon idée, mais... C'est quoi ton idée? La saison du Paris Saint-Germain. C'est vrai que c'est un peu la sidération. C'est vrai que le Paris Saint-Germain a gagné la Ligue des Champions. Donc je veux bien qu'on puisse retenir beaucoup de choses sur cette saison. Mais oui, surtout quand c'est pour une première fois, quoi, quand vous déverrouillez quelque chose, quand il y a une telle attente depuis notamment l'arrivée des propriétaires qataris. Il y a aussi eu une attente plus globale pour le football français parce que depuis l'Olympique de Marseille, personne n'avait remporté cette compétition. Le Paris Saint-Germain en avait remporté une autre, mais c'était la C2 ou la C3 face au Rapid ou à l'Austria de Vienne, je ne me souviens plus, mais bon, en tout cas c'était N'Goti qui avait marqué. Il y avait Karsten Janker à l'époque du côté de Vienne, qui ensuite est devenu un joueur du Bayern. Donc c'est des vieux souvenirs. Donc oui, évidemment, c'est difficile de dire autre chose au moment où en plus, en règle générale, il y a toujours un avant-après quand un grand joueur part. Il y a toujours parfois une transition, une digestion. Le PSG, ils ont quand même perdu un phénomène qui s'appelait Mbappé. C'est-à-dire que c'est un joueur qui mettait un nombre incalculable de buts. Alors, vous n'avez pas gagné la Ligue des Champions avec lui, mais on pouvait imaginer qu'après son départ, ça pouvait être normalement et logiquement difficile. Cette saison, elle a été très longue. Pour moi, en tout cas, en tant que téléspectateur, avec le nouveau format de la Ligue des Champions, on l'a vraiment senti plus long que les précédentes. Pour toi, ce nouveau format de la Ligue des Champions, est-ce qu'il a rendu la saison plus croustillante à suivre? Ou alors, ça, au contraire... c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'interrogations quand la formule a été présentée. On parlait d'une usine à gaz, on parlait d'une usine Afrique, en faisant participer plus d'équipes, en faisant plus de matchs, puisqu'on est passé de 6 à 8 sur le premier tour. Mais en fait, finalement, le format un peu sport américain, saison régulière sur la première phase, en fait, c'est ce qui a finalement... Playoff, tout ça. C'est ce qui a apporté un peu du sel. Et on parlait du Paris Saint-Germain. Il y a un moment, ils étaient quand même en position d'être éliminés, quasiment. Ouais, ils étaient 25e. Voilà, donc non, moi j'ai trouvé ça hyper excitant. Et puis surtout, les dernières journées, finalement, il y avait il y avait de l'enjeu à tous les étages. Qui allait finir premier, qui allait finir dans les 8 ou 9 premiers, qui allait finir après la 24e place. Donc à chaque strate, il y avait quand même des enjeux. Et puis surtout, il y avait un peu un classement en temps réel, presque un live score avec tu marques à tel moment, tu passes de la 12e à la 7e place. Donc il y a tout ça qui a contribué à ce que ça soit réussi en termes de spectacle. On était face à il y avait une dimension divertissement. Et ça a duré jusqu'au bout, comme tu le dis, des équipes qui se sont arrivées au dernier moment. Puis ce qui est intéressant, c'est que tu peux finir très bien classé et finalement tomber sur un traquenard avec une équipe qui n'a pas fait la première phase comme elle voulait, qui démarre après, qui est plus forte sur son deuxième tournoi, ce qui a été le cas du PSG, par exemple. Ouais. Parmi tous ces matchs qu'on a regardés cette saison, je ne sais pas combien tu en as regardé, toi. Mais... J'en ai regardé pas mal. Ouais, tu as une centaine, je pense, à titre personnel. Est-ce qu'il y en a un seul qui sort du lot, selon toi? Je pense que je vais pas trop... Pour moi, il y en a deux que je sortirais du lot. Je sortirais du lot le match aller entre le Paris Saint-Germain et Liverpool, au Parc des Princes. Le Paris Saint-Germain perd le match, mais je pense qu'à ce moment-là, le Paris Saint-Germain met une claque énorme, non pas à Liverpool, mais à toute l'Europe du football, par sa manière de jouer, par sa manière de dominer une équipe aussi forte que Liverpool, même s'ils étaient sur un petit replat, c'est-à-dire que ça allait un peu moins bien, mais ça reste quand même très haut comme équipe. Et ce qu'a réussi le Paris Saint-Germain en termes de football, et ils ont été victimes d'un hold-up, on peut dire ça comme ça. C'était mal payé. C'est mal payé, le mot il est faible. Donc ce qu'a fait le Paris Saint-Germain à ce moment-là, je trouve que ça a été un des moments marquants de la saison, en tout cas pour moi. Et puis évidemment, la double confrontation Barça-Inter Milan. Plus le match retour
Plus le match retour, ouais. Le but d'Acherbi, c'est vraiment, là, c'est le foot, quoi. Ouais. Là, c'est le foot que tu peux pas programmer, que tu peux pas calculer. Acerbi, qui a 38 ou 37 ans, qui est un défenseur central, qui joue dans une défense à 3, et qui se retrouve à la fin du match à la place de Lautaro Martinez dans la surface et qui marque un but magnifique. Bon, pour moi, c'est le moment clé de cette rencontre. Après, ça, c'est aussi à cause du style de jeu du Barça qui est un peu trop... constant pendant tout le match, même à la fin ils n'ont pas fait tourner la balle. Non, mais c'est aussi les prises de risque. Oui, c'est vrai qu'ils auraient pu conserver le ballon, voilà. Mais c'est aussi le dépassement de fonction et Acerbi, ça témoigne de l'âme de cette équipe de l'Inter à ce moment-là. Bon, après ils n'avaient plus de carburant pour la suite, mais ce qu'ils ont réalisé, c'est un match de Spartiate, quoi. C'était Sparte, l'Inter. Hein. Non, c'était incroyable. On a parlé des matchs les plus impressionnants. Ouais. Est-ce qu'il y a un joueur qui t'a vachement impressionné cette saison, pas forcément le meilleur, mais un joueur qui sort du lot dans l'impression qu'il a donné par rapport aux attentes, par rapport à plein de choses? Vous pensez que je vais dire Yamal, mais je vais dire Dembélé en fait. Dembélé? Oui, Dembélé, parce qu'en fait Dembélé c'est la sidération. Ouais. Il revient de très très loin. Il revient de très très loin et surtout c'est un joueur, moi j'ai pas toujours été très empathique avec lui parce que c'est vrai que je l'aimais beaucoup au début, puis ensuite il m'a beaucoup déçu. C'était à l'époque du Barça où tu l'aimais pas trop? Non, non, mais à Dortmund, je l'adorais, à Rennes, je l'adorais. Ouais. Et puis après, au Barça, c'est vrai que le fait qu'il soit toujours blessé, qu'on a l'impression qu'il ne mettait pas toutes les conditions pour réussir, pour moi, c'était une déception. Je me souviens qu'il y avait des saisons où tu attendais le mois de mars pour apprendre qu'il avait marqué un but, quoi. Donc, l'imaginer atteindre ce niveau-là, son abnégation, sa discipline collective, c'est formidable ce qu'il a fait. Voilà, je pense que s'il y a un joueur qui m'a impressionné, non pas que par son talent pur, parce que Dembélé a toujours impressionné par son talent pur, c'est Ousmane Dembélé pour, toutes les compétences, presque comme dans les jeux vidéo, quand tu acquiers des compétences, toutes les compétences qu'il a pu acquérir avec Luis Enrique. Ouais, aussi rapidement, quoi. Ouais. Et à l'opposé, quel joueur t'a le plus déçu cette saison par rapport aux attentes que tu avais? En Ligue des Champions ou ouais, peut-être au plus haut niveau en Ligue des Champions. Ouais. Alors attends, laisse-moi réfléchir. T'as des noms, non? Moi, j'ai vu des tweets passer sur ton compte. Alors attention, parce que mes tweets, des fois... Des fois sortis de leur contexte. Ouais, t'as vu passer quoi? Je t'ai vu assez dur avec Mbappé, par exemple, à certains moments. Oui, mais Mbappé, je pense que c'est... il est en partie responsable, mais pas totalement. Il y a aussi le club, qui a pas remplacé certains départs, la politique sportive. Donc j'éviterai de le pointer parce qu'il a quand même réussi à titre individuel une grande saison. Son club moins, mais je trouve que lui tomber dessus, ça me paraît disproportionné, quoi. Et tu penses quoi de la dernière sortie médiatique où il répond à un journaliste qui lui demande: est-ce que tu penses que ta réussite individuelle nuit au collectif? Qu'est-ce qu'une saison blanche? Qu'est-ce qu'une saison blanche? Tu regardes les matchs? C'est pas la question. On a gagné 2 titres. Alors il a été malin parce que donc c'est mon collègue Hugo Delhomme qui lui a posé la question. La question elle est pertinente parce que il lui demande en gros est-ce qu'il peut être limitant pour un collectif. Parce que finalement tout tourne autour de lui et ce qui compte finalement c'est presque ses performances individuelles. C'est ça, ouais. Mais lui il a esquivé en lui disant que sa saison n'était peut-être pas si ratée que ça, mais il n'a pas répondu à la question. Alors certains ont commencé à dire ouais Mbappé il l'a clashé et tout, mais pour moi en fait il a surtout été très malin en termes de communication. Il a trouvé un subterfuge pour pas répondre, mais la question elle est légitime, elle est intéressante et même pour Mbappé elle est intéressante. Oui. Même pour lui. Et je pense que c'est un garçon assez intelligent et il doit le savoir. En tout cas, il doit se poser la question. Mais lui, s'il devait répondre fondamentalement, il dirait que c'est pas lui le souci, c'est surtout ce qui se passe autour de lui. Et donc, il faut créer une animation pour que lui puisse sublimer le collectif, quoi. Et là, il y avait des joueurs qui étaient... Vinicius, la plus grosse déception, c'est quand même Vinicius. Ah oui. Oui, Vinicius. Voilà, donc si tu me demandais une déception, Vinicius, c'est Ribéry 2013, quoi. Mais Vinicius, justement, c'est pas l'arrivée de Mbappé qui l'a un peu gêné? Il y a ça, mais je pense que ce qui l'a surtout gêné, c'est d'avoir perdu le Ballon d'Or, un peu comme Ribéry. Mentalement, ouais. Ouais, je pense qu'il a décroché à ce moment-là et que même s'il a dit qu'il allait rien lâcher, ce que je veux bien croire, je pense qu'on a vu un tout autre joueur. Alors évidemment, l'arrivée de Mbappé, c'est un changement. Et quand tu es dans un confort et quand tu es bon, tu n'as pas envie forcément d'un changement. Oui. Mais là, il y a quand même une dimension qui le dépasse, puisque c'est un choix
industriel du club. Mais c'est vrai que moi, je pense qu'ils peuvent être complémentaires, mais ils peuvent être complémentaires avec une équipe derrière, un peu comme le Paris Saint-Germain, c'est-à-dire qu'avec une logique, un logiciel de jeu, un fond de jeu, une discipline, une solidarité. Et c'est ça qu'il va falloir reconstruire. Mais là, ils ont pris un coach qui est un bon technicien, voire un très bon technicien. Donc ça va être intéressant. Non, le flop, oui, c'est le flop de la saison. Même si les stats, elles sont pas dégueu, enfin pas dégueu, si je puis me permettre, je pense que c'est quand même Vinicius. Parce que Vinicius, il passe de là à là, quoi. Donc voilà, le delta, il est important. L'amplitude, elle est trop importante pour un joueur de ce niveau-là. On a parlé du PSG tout à l'heure, brièvement. J'ai envie qu'on creuse un peu. Sur la star du PSG cette saison, l'homme numéro 1, Luis Enrique. Ouais. Il a mis tout le monde d'accord cette saison malgré les critiques vers le mois d'octobre, novembre, etc. Ouais, mais qui était légitime. Oui, qui était légitime. Ouais, parce qu'on n'a pas le droit de critiquer quand on doit critiquer, mais bon. Ouais. Mais à ce moment-là, est-ce que tu t'attendais à une telle remontada Non. Non. Mais, enfin, lui, t'as l'impression qu'il y croit dès le début. Mais il y croit, mais bon, ça se joue aussi à pas grand-chose. Il a eu raison d'y croire. C'est un peu comme Raymond Domenech, qui avait annoncé qu'il irait en finale de la Coupe du Monde et qui répétait la date. À un moment, tu dois être habité par quelque chose. Lui, il a une personnalité qui est hors du commun, avec le vécu qu'on sait. Bon, mais lui, il était sûr de lui. Bon, bah écoutez, ça a tourné comme lui le souhaitait, mais il a dû apporter des changements aussi pour que ça tourne comme il le souhaitait. Parce que si tu restais avec Kang In-lee en faux neuf, tu gagnais pas la Ligue des Champions. Je dis pas que Kang In-lee est un mauvais joueur. Et un mot sur Kvaratskhelia. Kvaratskhelia, quelle était son importance, je pense. C'est un super recrutement, c'est le meilleur recrutement de l'intersaison. C'est un animal, c'est-à-dire qu'en fait, le mec, il est déterminé, il est programmé, quoi. On dirait un cyborg, quoi. C'est-à-dire qu'il enchaîne les allers-retours. Il a un talent pour déséquilibrer, il a de la puissance, et puis surtout, il n'est pas avare en effort. Tu parlais d'Mbappé tout à l'heure. Si Mbappé il met 50% de ce que met Kvaratskhelia en repli défensif sur le côté. Mais même hier, là, contre l'Atlético. Non, mais pour le PSG, c'est un bonheur. C'est un bonheur, en fait. Ils ont pris un joueur à 23 ans, à 70 millions d'euros. S'il garde cet état d'esprit-là et s'il continue à progresser, ça va être un des meilleurs joueurs de la planète, quoi. Et c'est déjà un des meilleurs joueurs de la planète. Tu mettrais combien au Ballon d'Or, Kvaratskhelia? Moi, je le mettrais. Il y en a tellement, il y a tellement d'équipes, mais là, vu comment c'est, je le mettrais dans mon top 15, quoi. Top 15 c'est déjà pas mal. Qui dit réussite du projet parisien dit renaissance d'Ousmane Dembélé, comme tu le disais très bien. Ouais. Question simple, Dembélé doit-il être Ballon d'Or? Alors moi, je vais juste exprimer mon opinion parce que je travaille pour France Football comme tu le sais. Moi, je vote pas. Mais mon opinion personnelle, il est dans la discussion, quoi. Voilà, pour moi, il est dans la discussion. Tu peux pas répondre plus radicalement que ça? Non, là-dessus, je peux pas répondre radicalement, quoi. Okay. J'ai pas d'avis totalement tranché non plus, pour être honnête avec toi. J'ai l'impression qu'en tout cas, il sera sur le podium, ce que je pense. Maintenant, premier, deuxième, troisième, je suis incapable de te répondre. Les autres clients, c'est Yamal. Et probablement, il y a qui d'autre encore? Rafinha. Peut-être. Hakimi peut être dans le top 10 aussi. Je le vois pas. Top 10, ah non. Top 5, je le vois pas je le vois pas sur le podium. Ah ouais. Non. Je dis pas qu'il mérite pas d'être sur le podium. Non, mais je suis d'accord, c'est pas possible qu'il y ait plusieurs joueurs du PSG sur le podium. Le problème, c'est que quand il y a trop de joueurs d'un club, c'est comme l'équipe de France 2018, par exemple, quand elle gagne la Coupe du Monde, c'est Modric qui est Ballon d'Or parce qu'il y a un peu une déperdition des voix. Quand il n'y a pas un joueur qui est très au-dessus des autres, c'est-à-dire là, le Paris Saint-Germain, on a quand même le sentiment d'un collectif. Tu vois, c'est un peu comme Liverpool, l'année où Messi gagne le Ballon d'Or devant Van Dijk. T'as quatrième Salah et cinquième Mané ou dans l'autre sens. Ouais. C'est-à-dire que tu avais une concentration trop importante de joueurs de Liverpool, pas vraiment de franchise player. C'est arrivé une fois que 3 joueurs du même club soient dans le podium, c'était en 2010. Messi, Iniesta, Xavi. Ouais. Après ça, c'était à cause de la Coupe du Monde aussi. Donc... Et puis c'était un autre format aussi également pour les votes, si je dis pas de bêtises. Il y avait d'autres critères. C'était en fait, je crois qu'il y avait c'était la FIFA à ce moment-là, et je crois qu'il y avait pas que les journalistes, il y avait les sélectionneurs, et il y avait les capitaines, ou j'en sais rien. Et celui qui aurait dû gagner si ça avait été que les journalistes comme aujourd'hui, c'était Schneider, le joueur de l'Inter de Milan. Tu vois, donc il y aurait eu 3 joueurs du Barça, ils auraient perdu des voix entre eux, et Schneider, il aurait gagné. Tu penses que dans ce dispositif-là, ce serait Schneider qui aurait gagné? Ça a été prouvé, puisqu'on a fait le compte colonne par colonne, et on a vu que chez les journalistes, c'était Schneider qui arrivait en tête. Ok, c'est intéressant. Voilà. Donc après, Dembélé, il peut être Ballon d'Or. Hakimi peut peut-être toucher le podium. J'en sais rien, tu vois. Il y a Fabrizio Romano l'autre jour qui a répondu à une question. Fabrizio Romano, on sait qu'il est en contact avec plein de journalistes. Il a dit que pour lui, Yamal, ça le choquerait pas qu'il soit Ballon d'Or. Et les gens, ils ont sorti la rumeur et ils ont presque
fait le raccourci en disant que Yamal sera forcément Ballon d'Or. Oui, Fabrizio Romano, il est journaliste et c'est que de la spéculation. Il y a 100 votants. Je ne sais pas à qui il parle. Et en règle générale, ce qui est clair, c'est qu'il y a une confidentialité. Personne n'exprime en amont son vote. Tout est envoyé à la rédaction de France Football qui ensuite cumule les votes de manière très sécurisée. Donc, si tu veux, c'est facile pour lui de balancer ça. Comme il a une grosse audience, derrière, ça fait parler. Ouais. Mais moi, j'appelle tout le monde à une énorme prudence. Ouais. Voilà, tout simplement. Après, l'année dernière, ça s'est su au dernier moment. Tu vois, par exemple, le secret a été gardé jusqu'au dernier moment, si je dis pas de bêtises. Ah, de toute façon, l'année dernière, oui. De toute façon, Vinicius l'a su le jour même qu'il a. De toute façon, oui. De toute façon, le Real, ils ont voulu savoir, mais il y a une règle, ce qui est normal. Hein, voilà. Donc, du coup, c'est Rodri qui a gagné. Et puis. Il n'a rien volé, Rodri. On peut se dire que Vinicius aurait pu être Ballon d'Or. Il aurait pu être Ballon d'Or. Ouais. Mais les voix ont. Voilà, il y a des votants qui n'ont pas voté pour lui pour certaines raisons. Et Rodri, il a gagné l'Euro avec l'Espagne. C'est un énorme joueur. Donc ça s'est joué à rien en fait. Ça s'est joué à rien. Ça aurait pu être Vinicius, mais la pièce elle est retombée du côté de Rodri. Moi j'ai une question par rapport au Ballon d'Or. Est-ce que tu penses que la dernière impression au final, est-ce qu'elle n'est pas un peu trop importante C'est-à-dire comme un combat de boxe, le dernier round ? Oui. Par exemple, en 2013, t'as Ronaldo qui met son triplé contre la Suède. Et juste après, il y a les votes. Ouais, mais ça, c'est pareil. En 2013, il faudrait vérifier, mais c'était pas le... Je crois qu'il y avait 3 jurys de votants et ça a changé après. Là, c'est que des journalistes, donc c'est un regard qui est davantage critique. Et le problème, c'est que quand tu faisais voter un peu les entraîneurs ou les joueurs, les entraîneurs, ils voulaient pas vexer tel machin. Les joueurs, ils votent pas forcément pour celui qui a fait la meilleure saison, mais pour celui qu'ils estiment le plus fort. Ouais. Là, c'est différent. Il y a des critères qui sont bien établis. 3 critères. Alors, l'impression visuelle, comme on dit, ce qui brûle la rétine, évidemment que ça compte. Mais ça ne compte pas de manière disproportionnée. Ok, le dernier round, c'est comme en boxe, ça peut compter. Mais ça peut compter si c'est vraiment à touche-touche, quoi. Si les votants estiment que c'est Dembélé pour X raisons, parce qu'il a fait les stats, parce qu'il a gagné des titres, ça sera Dembélé. Et Yamal, il aura beau avoir cassé 10 reins sur le dernier match, mais il ne gagnera pas. Ça, après, ça dépend des votants. Là, ça va se jouer après le début de saison. Mais je veux dire, les votes s'arrêtent quand Là, pour votre information, la liste des nommés qui sort le 7 août en France Football. Ouais. Et ensuite, il y a la liste des nommés. Ensuite, il y a les gens, ils votent. Et ensuite, le 22 septembre, si je ne dis pas de bêtises, il y a la cérémonie. Oui, 22 septembre, c'est voilà. Donc, du coup, on a parlé du Ballon d'Or un peu. Ouais. On va passer un peu à un joueur que j'affectionne, logiquement, qui est marocain, Achraf Hakimi. Ouais. Un mot sur Achraf Hakimi. Est-ce qu'avec cette saison, pour toi, est-ce qu'il intègre la table des meilleurs joueurs africains de l'histoire ? C'est une bonne question. Bonne question. Oui, parce que sur ce qu'il a fait, c'est-à-dire en club, à un niveau d'excellence qui est la Ligue des Champions, il a été un joueur impactant et important d'une équipe qui a gagné une Coupe d'Europe, qui est pour moi le Graal. Donc il a totalement sa place dans les meilleurs joueurs de l'histoire du football africain. Pour moi, c'est déjà le meilleur joueur marocain de l'histoire. J'ai eu cette discussion avec mon père, qui a vu jouer les anciens. Il a vu Timoumi, il a vu parce qu'ils avaient des grands joueurs, le Maroc dans les années 80. Après, c'est Faras, attention. Et puis il y en avait un autre qui était français, mais aussi marocain, qui est un joueur extraordinaire, c'est Larbi Ben Barek. Après, c'est difficile à comparer. Tu peux pas comparer, c'est pas le même poste, etc. Donc moi, je pense que l'objectif pour lui, c'est déjà d'essayer de remporter en fin de saison le Ballon d'Or africain. Je pense qu'il est en match avec Mohamed Salah. Mais à mon avis, je pense que ça sera plus lui, pour l'instant, au moment où on se parle. C'est comme ça qu'en tout cas, moi, je le vois, même si Mohamed Salah était absolument extraordinaire avec Liverpool, avec des stats, dans un championnat qui est le plus intense et le plus compétitif. Mais Hakimi gagne la Ligue des Champions, il impressionne aussi. Il marque en finale, en demi, en quart. Voilà, donc il a les ingrédients. Il a les ingrédients là pour espérer remporter le trophée. Après, c'est un joueur... il a fait une saison fantastique, comme Vitinha, comme Dembélé. C'est-à-dire qu'il a été, il a été remarquable à son poste, le meilleur à son poste sans aucun souci. Donc rien à dire. Maintenant pour lui, ce qui est important, déjà là il continue la Coupe du Monde des clubs. J'espère qu'il va pas être trop rincé quand même au bout d'un moment, parce qu'il y a une CAN à jouer avec le Maroc quand même en fin de saison. Je pense que le plus important pour lui, honnêtement, c'est la CAN avec le Maroc. C'est-à-dire que c'est ça aussi qui te fait basculer
du côté des meilleurs joueurs africains aussi. C'est-à-dire qu'à un moment, alors Mohamed Salah aussi, lui, il doit le faire. Tu vois, par exemple, tu vas en Égypte, tu leur dis Mohamed Salah ou Abou Treika, il y en a, ils vont dire Abou Treika. C'était comme le débat Maradona-Messi avant 2022. Voilà. Donc les Argentins préféraient Maradona. Voilà. C'est peut-être toujours le cas. Donc voilà, je pense que pour gagner aussi le cœur des Marocains, il faut gagner la CAN, tu vois, je pense. Mais surtout qu'il loupe le penalty à la dernière CAN, c'était contre l'Afrique du Sud. Oui, contre l'Afrique du Sud. Il loupe le penalty de manière assez surprenante. Quoi. Ça arrive à tous les joueurs. Ça arrive, mais on me loupe trop de penalty. Ouais, il y a Ziyech en 2019. Ça devient redondant. Quoi. Donc il y a cette compétition-là qui est pour lui maintenant primordiale dans sa carrière. Ce serait un couronnement de gagner la CAN. Il a déjà fait une demi-finale de Coupe du Monde avec le Maroc, avec un parcours qui était quand même exceptionnel pour les Lions de l'Atlas. Bon, maintenant, la cerise sur le gâteau, la cerise sur la pâtisserie orientale, c'est évidemment la CAN, quoi. Ouais. Autre équipe qui m'a personnellement surprise cette saison, agréablement surprise, c'est le Barça. Je m'attendais absolument pas à un tel spectacle, à un tel niveau de jeu en été 2024. Déjà, ils font pas un gros mercato en été 2024. Ils gardent Lewandowski, ils gardent Rafinha, ils prennent pas Nico Williams, ils prennent juste Dani Olmo. Pour toi, s'il y avait finale de Ligue des Champions PSG-Barça, qu'est-ce qui se serait passé ? Quand je vois le Paris Saint-Germain et ce qu'ils sont capables de faire en étouffant leurs adversaires et les autres, ils sont un peu pareils, je mets quand même avantage au PSG pour une raison. Moi, j'avais dit, et c'est vrai qu'on m'était tombé dessus, mais une fois encore, j'avais vu juste, j'avais annoncé que l'Inter allait sortir le Barça. Je sais pas si tu as vu passer. Ouais, j'ai vu. Je me suis prononcé. Je pense que tu peux pas gagner la Ligue des Champions. Même en finale, tu avais dit PSG-Inter 50-50. Tu avais dit l'un comme l'autre peut être favori. J'ai vu. Oui, après, je pense que pas grand monde imaginait l'Inter sans prendre 5. Je suis d'accord. Mais par contre, voir l'Inter sortir le Barça, il n'y en a pas beaucoup qui le disaient à ce moment-là, quoi. Mais PSG-Barça, je pense que le Barça, tu peux pas être champion d'Europe avec Cubarsí et des mecs de 17 ans derrière et jouer aussi haut, quoi. Je pense qu'ils auraient pris des buts, le Barça, plus qu'ils allaient en mettre. C'est comme ça que je vois, je me trompe complètement. Oui. Mais je pense que le PSG aurait quand même gagné parce que je pense que le PSG était plus solide aussi défensivement. Ils ont pris 7 buts contre l'Inter en 2 matchs. Le Barça, c'est trop, quoi. Ouais, l'Inter, tu comprends pas comment ils ont raté cette finale. On peut parler de l'Inter un peu. Ils étaient, tu vois, quand tu es en voiture et tu es en réserve. Voilà, en fait, ils étaient en réserve, il n'y a plus rien dans la jauge. En plus, ils ont mal préparé. Un match important, ils ont mal préparé le truc avec leur entraîneur qui reçoit les Saoudiens à Milan à 2 semaines de la finale. Je trouve que c'était pas très intelligent de sa part. L'entraîneur était sur le départ. Le championnat qu'ils ont perdu, notamment. Le dernier match, il enlève Bissek là, et un autre joueur qui était titulaire le coup d'avant. Et il met Pavard qui n'a pas joué depuis 3 mois. Tu vois, il y a eu des choix qui ont été bizarres. Et puis surtout, c'est le PSG qui les a. Ils les ont bousillés, quoi. Ils leur ont pas laissé croire à quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'à 2-0, en général, tu vois, tu penses que ça peut revenir à 2-1, ils peuvent faire un run. Mais à 3-0, c'était terminé, en fait. Donc je pense que c'est le Paris Saint-Germain qui a littéralement été très au-dessus de cet Inter de Milan, qui était certes moins bien, mais quand t'es moins bien, tu prends pas 5-0 quand même. Tu vois ce que je veux dire ? Surtout avec des joueurs expérimentés. Donc voilà. Et pour revenir sur le Barça, oui, il y a Yamal, dont on a parlé, qui a impressionné tout le monde. Mais tu as d'autres joueurs qui t'ont aussi impressionné au Barça cette saison. Je sais pas si tu as pris autant de plaisir que moi devant les matchs du Barça. Oui, il y a Pedri là, qui est fantastique, évidemment, qui joue un peu le rôle qui est un peu en match avec Vitinha du PSG pour savoir quel est le meilleur milieu de terrain de la saison. Donc voilà. Très compliqué. Très compliqué. Pour toi, c'est qui ? Vitinha ou Pedri ? Vitinha, il gagne en fait les compétitions. Ouais, c'est toujours ça en fait, l'argument collectif. Après, si tu me demandes lequel je choisirais, si je prenais une équipe, je ferais 51-49 Pedri. Voilà. Mais c'est mon opinion. 51-49. Voilà, c'est mon opinion, mais ce qui ne veut pas dire que c'est mon opinion. Celui qui a été impressionnant et celui qui a pris une dimension qu'on n'attendait pas, c'est Rafinha du côté du FC Barcelone. En plus, il a été capitaine, si je ne dis pas de bêtises, donc ça veut dire qu'en plus, il a pris des responsabilités. C'est le joueur qu'on a vu à Rennes et à Leeds. Moi, tu me dis à Rennes, ce mec-là, il se retrouve parmi les joueurs cités pour gagner un ballon d'or, même si je ne pense pas qu'il va le gagner, mais j'en sais rien. J'aurais pas cru non plus, c'est-à-dire qu'il a pris une autre dimension. La bonne surprise aussi pour le FC Barcelone, c'est pas Yamal qui est un monstre, quoi. C'est aussi Rafinha de l'autre côté qui a atteint un niveau très élevé et un niveau qui te permet de pouvoir gagner, quoi. Rafinha, il a été très longtemps poussé par les fans du Barça pour être ballon d'or. Et finalement, en avril, tu as Yamal qui sort des performances absolument messiesques, si on peut dire ça. Voilà, donc, et ça tourne à la faveur de Yamal. Mais Rafinha, je dirais Rafinha quand même. Tu vois, ça, Rafinha. Il m'a plu, quoi. Après, pour le reste. Et je crois qu'au niveau des stats, il est numéro 1 en GA, là, goal, assist. Plus que Dembélé. Il est décisif. Après, en défense, je pense qu'ils ont besoin quand même de se renforcer. Et au milieu de terrain, peut-être aussi encore un peu. Mais devant, là, les 3 qu'ils ont,
Lewandowski, Rafinha, Yamal, bon, c'est fantastique. Je prendrais peut-être Guirassy en 1 bis avec Il y a Lewandowski. Nico Williams peut-être qui va arriver aussi. Bah, ouais. En doublure de Rafinha, peut-être qu'il va prendre sa place. Non, mais ouais, c'est un gros joueur. Hein. Un mot sur la Première Ligue dont on n'a pas parlé. Je sais que la Première Ligue cette saison, elle n'a pas passionné grand monde. Non. Non, mais c'est le downfall de City, l'événement en Première Ligue. C'est Oui. Sloot qui gagne. Effectivement, avec un Liverpool énorme, mais en fait, quand tu prends un peu de recul, parce que Liverpool, ils avaient déjà gagné avec Klopp, c'est surtout le toboggan de City, quoi, dans ces proportions-là, quoi. C'est comme ça que moi, je le perçois. Ouais. Et puis la fatigue de Guardiola, même physiquement. T'as vu, il a eu aussi des soucis personnels avec son divorce. Ça, après, on l'a pris après coup, mais en tout cas, pour moi, l'événement principal, enfin, moi, c'est comme ça que je le juge, c'est la sortie de route XXL de Manchester City, et même en Ligue des Champions, c'était fantomatique, quoi. Et tu retiens quoi d'autre Salah, quand même. Salah. Qui est quand même sur des statistiques d'extraterrestres, de Messi ou de Ronaldo. Voilà. Mais Salah, en fait, je te parlais tout à l'heure de la dernière impression laissée. Lui aussi, pour moi, il a raté un peu la fin de saison, où en finale de... C'était finale de EFL Cup, je crois. Ouais, peut-être ils ont perdu. Ouais, ils ont perdu et on s'attendait à ce qu'il fasse une grosse perf en finale. Ouais. Et il laisse une mauvaise impression et tout le monde oublie un peu la première partie de saison exceptionnelle qu'il fait, parce que je me souviens quand janvier, février, marché sur l'eau. Tout le monde pensait que voilà. Avant le match, sa saison, elle tourne sur le match du PSG, quoi. Ouais. Sur la double confrontation du PSG où il est absent, quoi. Mais ça n'enlève pas. Stoppé par Nuno Mendes. Je crois qu'il met 32 buts, 19 passes D ou quelque chose comme ça en Première Ligue. Personne n'a fait ça quasiment. Donc ça, on peut pas non plus banaliser ou faire semblant de dire en disant dis donc, il a été un peu moins bien. Mais le mec, il a été à un niveau stratosphérique, constant et régulier. Ouais, ok, il est redescendu d'une marche, quoi. Juste d'une marche, quoi. Donc en fait, ouais, c'est juste qu'en fait, on banalise en fait ce qu'il a fait. Mais ce qu'il a fait, c'est hors norme. C'est-à-dire, ce qu'il a fait, c'est ce que très peu de joueurs dans l'histoire de cette ligue ont fait, quoi. Quand tu regardes les stats qu'il a fait, je crois qu'il y a 1 ou 2 joueurs, il a même battu Henry. Il va arriver il va être dans le Hall of Fame, il va être parmi les meilleurs buteurs de l'histoire de la Première Ligue, les meilleurs buteurs de l'histoire de son club. Bon, il a fait une saison pharaonique, quoi. Pharaonique. Non, mais ça, là, aujourd'hui, la question de sa carrière, c'est la CAN, quoi. La CAN, ça, tu le mets parmi dans le top 3 des meilleurs attaquants de Première Ligue de l'histoire. Peut-être pas top 3. J'aimerais bien connaître la vie un peu. Parce que là, on s'approche de la fin avec ça. Non, mais je le mettrais bien dans le top 10, là. Top 10 des attaquants. Je sais pas, il faudrait que j'ai la liste, là. Mais bon, t'as Drogba, Ronaldo. Déjà, je le mets au-dessus de Drogba. Ok, Henry. Je le mets pas au-dessus d'Henry, mais là, je pense que s'il continue, il s'en approche. Ronaldo. Le Portugais ? Ouais. Personne n'est au-dessus de Ronaldo. Je sais que c'est l'un de tes joueurs préférés. Ouais. Non, mais il est avec les grands, il est avec Rooney, il est avec Shearer, il est avec Drogba. Après, c'est la sensibilité de chacun. Il y en a qui n'aiment pas le style de jeu de Salah. Qui préfèrent Mahrez, par exemple, qui est plus... Oui, mais Mahrez, c'est pas exactement la même chose. Salah, c'est un ailier buteur. Oui. Mahrez, c'est un ailier créateur, mais qui est capable d'être décisif. En fait, c'est pas les mêmes joueurs, tu vois. C'est comme... Il y en a qui comparent Ziyech et Mahrez. Mais en vérité, Ziyech, c'est plus, pour moi, un milieu relayeur 8, meneur de jeu. Alors que Mahrez, ça a été plus un ailier de débordement, capable de faire des décisions. Tu vois, si tu veux, Mahrez, par exemple, et Ziyech, ils auraient presque pu jouer ensemble. Tu vois, un en 8 et un en ailier, quoi. Ziyech, avec l'âge, il a perdu en vitesse, il a perdu son... Ziyech, il était... Donc voilà, tu vois, des fois, on compare, on croit que c'est la même chose, mais c'est pas la même chose. L'autre, c'est le physique de... En fait, Mohamed Salah, c'est le morphotype de Messi avec le gainage de Ronaldo. Tu vois, Mahrez, c'est pas le gainage de Ronaldo. Salah, pour moi, il est tombé sur un joueur qui explose en cette fin de saison et qui a été exceptionnel aussi. Nuno Mendes, qui l'a bien stoppé contre Liverpool. Nuno Mendes, c'est impressionnant quand même. À 22 ans, ce qu'il fait. C'est un très bon à son poste. On dirait un Brésilien, il est portugais, mais tu sais, c'est un peu les latéraux brésiliens offensifs, un peu comme Hakimi d'ailleurs, de l'autre côté, quoi. Et ce qui est impressionnant chez lui, c'est que je pense qu'il a progressé défensivement. Peut-être qu'encore au niveau de la concentration, il peut encore gagner, mais c'est sa vélocité. C'est-à-dire qu'au coup de rein, tu passes pas. C'est ce qu'a essayé Salah sur le match. Salah, il s'est dit, je vais passer au coup de rein. Et même le sprint qu'il fait là contre l'Allemagne, pour donner la passe à Ronaldo. Non, mais un des meilleurs à son poste, si ce n'est le meilleur actuellement, quoi, tout simplement. Quoi. L'année prochaine, en Ligue des Champions, il y aura quelques nouveaux comme Chelsea, Tottenham, Naples et Marseille, des équipes qui n'ont pas joué l'année dernière. D'accord. Pour toi, quel club parmi ces 4 ira le plus loin ? Naples, Tottenham, OM et Chelsea. OM, Tottenham, Naples. Moi, j'irais plutôt sur Chelsea ou Naples. Chelsea parce que leur projet est en train de prendre forme. Ils ont gagné une coupe. Ils ont resserré leur groupe. Il y a un joueur hors norme, Cole Palmer,
Qui a eu une phase de creux quand même. Ouais, mais qui est hors norme quand même. Et Manchester City a fait une énorme erreur en le laissant partir, à mon sens. C'est Guardiola qui lui dit soit tu pars en prêt, soit tu restes, c'est ça? Ouais, c'est un peu plus compliqué que ça, mais. Tu peux développer? Non, mais je crois qu'en fait, en gros, à Chelsea, il lui disait tu vas jouer tout le temps et tu seras au cœur du projet. Et Guardiola, lui, on va dire qu'il garantit rien à personne. Donc en gros, il s'est dit soit je reste là et ça se trouve, je vais pas jouer tout le temps, soit je vais à Chelsea, et à Chelsea, il a de la personnalité, hein, c'est lui qui a demandé à partir, ou soit je vais à Chelsea et là-bas, je suis sûr d'être important. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'allait pas le devenir à Manchester City, mais Guardiola, il n'a pas cette gestion-là, en fait. Et là, par exemple, Cherki, tu penses qu'il a eu la garantie de jouer tout le temps ou pas? Non, bah non, mais attends, mais t'as vu le management de Guardiola? Ça n'existe pas, ça, avec ça lui. existe Non, mais lui, je dis pas que les joueurs, c'est des pions, mais lui, il est dans un jeu d'échecs. Et puis, bon, tu peux être le fou du roi, tu peux être parfois... tu peux être un pion, tu peux être... comment, il y a quoi comme pièce? Tu peux être la tour, tu peux être le roi, tu peux être le fou du roi. Donc, tu vois, lui, c'est selon ce qu'il imagine sur le terrain. Et ensuite, toi, tu mets en pratique. Son schéma de jeu. Je dis pas qu'il n'est pas un bon manager, mais garantie de jeu, ça n'existe pas chez Guardiola. Tu peux même faire 2-3 très bons matchs et être sur le banc après sans explication, quoi. Donc ça va être à Cherki, ça va être intéressant de voir comment Cherki va se transformer et comment Guardiola va également... On dit qu'il va perdre 8 kilos déjà cet été, Cherki. Bah, peut-être pas 8 kilos, il est pas non plus fat, quoi. Non, mais Nasri, par exemple, quand il a signé à City, je sais qu'il a raconté qu'il avait perdu pas mal de kilos. Alors oui, bah, ils vont l'affûter, ça c'est sûr. Enfin, il va être un peu plus fit. Mais t'es optimiste pour lui? Ouais, bah, de toute façon, il a les qualités pour. Non, mais moi, je suis surtout très curieux et très intéressé. Et peut-être qu'il va, lui qui a été à un moment très critiqué, très clivant, bah, il va peut-être devenir le joueur qu'il doit devenir. Et c'est ça qui m'intéresse. Et il deviendrait quel type de joueur? Un grand joueur, un joueur décisif. Un joueur 10, peut-être en équipe de France aussi. Voilà, c'est-à-dire qu'il deviendrait un joueur important du football, dans l'histoire du football français. Bah, moi, j'aime beaucoup déjà son entrée là, qui a beaucoup fait parler contre l'Espagne, qui a donné un aperçu au monde entier de ce qu'il pourra faire. Voilà, et donc en plus, il a un flair que très peu de joueurs ont. Oui, donner la passe que personne ne voit, des trucs comme ça. C'est impressionnant. Non, mais récemment, j'avais discuté avec un Boudebouze qui joue à la JS Kabylie, tu vois, qui est un gaucher aussi comme lui et tout. Et il m'a dit c'est un génie, quoi. Je pense qu'il a un côté génie, quoi, tout simplement. Non, mais ça se voit sur le terrain. Marseille, tu l'as pas cité parmi. Non, je reste prudent parce que Marseille, déjà, j'ai très envie, je souhaite pour le championnat de France qui réduise l'écart avec le Paris Saint-Germain. C'est déjà le premier objectif. Après, c'est vrai que c'est un club avec une dimension européenne, une histoire européenne. Je peux pas me prononcer au moment où on se parle, on connaît pas l'équipe. Totalement. Je veux dire, ils sont en train de la construire. Mais il y a d'autres joueurs qui vont arriver, tu vois. Et donc, ça, on le sait pas encore. Mais bon, le coach, il a l'air assez passionné, il est un peu sulfureux, il a fait sa première saison, je pense qu'il était un peu vexé du manque de reconnaissance, il n'a pas été dans les 5 meilleurs entraîneurs. Ils ont quand même fait 9 défaites. Là, j'attends quand même un autre niveau sur la deuxième saison, quoi, tu vois. Alors, ils sont intelligents parce qu'ils travaillent sur la défense, c'est là où ils ont besoin de joueurs qualitativement plus forts pour pouvoir mettre leur jeu en place. C'est pour ça qu'ils sont sur Medina, ils sont sur peut-être Aguerd, le Marocain, qui est un très bon joueur, moi que j'aime beaucoup. C'est déjà là trouver des premiers relanceurs et puis des défenseurs agressifs en 1 contre 1. Donc Marseille, pour l'instant, je dis pas que c'est un chantier. J'ai dit qu'on a vu ce qu'on avait à voir. Maintenant, on attend la suite pour savoir est-ce que Marseille est de retour réellement. Voilà. Est-ce que Marseille est de retour réellement? Il reste Naples aussi. Que j'ai cité. À Naples, ils ont pris De Bruyne. Ouais. Il y a McTominay qui est énorme. Excitant, ça. Il y a Lukaku qui est là, si je dis pas de bêtises. Donc, et Conte qui est resté finalement, donc bonne nouvelle. Non, mais je pense que ça peut être une grosse équipe. Hein. De Bruyne, ça change des choses quand même. Même s'il y en a qui disent qu'il était fatigué, bouilli, mais il part sur un nouveau cycle. Je pense qu'il était surtout fatigué de bosser avec Guardiola. C'est-à-dire que je pense que c'est un moment, tu arrives au bout d'un truc, c'est comme dans la vie, tu vois. Oui, tu as besoin d'un nouveau Exactement, de s'oxygéner et tout. Et je trouve que c'est bien parce que je pensais qu'il allait aller en Arabie Saoudite et c'est pas le cas. Il est resté en Europe dans un compétitif avec une fanbase incroyable. C'est-à-dire qu'il aime le foot. Quand tu choisis Naples, tu aimes le foot. Mais je pense que ça peut te redonner la passion du foot qu'il était en train de perdre. Ouais, tout à fait. Ouais, j'espère. Pour finir, j'ai une série de questions à te poser avec des questions-réponses rapides. Ok. T'es prêt? Ouais. Qui est le meilleur joueur du monde aujourd'hui? Bonne question.
Yamal. Okay. Le meilleur gardien du monde. Courtois. Le meilleur défenseur du monde. Van Dijk. Van Dijk. Le PSG est-il désormais un grand club? Une grande équipe et probablement aussi un grand club. PSG 2025 ou Real Madrid 2017? 2017, c'est lequel? C'est celui de... C'est le meilleur avec Benzema, Ronaldo, Bale, Marcelo, Modric, Kroos. Le Real. Yamal 2025 ou Mbappé 2017? Mbappé 2017. Ok, tu peux développer un peu ça? Bah parce qu'en fait, là c'est très personnel, parce qu'en fait, quand il explose, c'est aussi une question de sensibilité personnelle. À ce moment-là, je l'adorais, quoi. Je dis pas que je l'aime pas, là, aujourd'hui, mais je trouve que ses qualités de footballeur restent fantastiques, mais il y avait cette fraîcheur, ce météorite qui sortait de nulle part. Et, une insouciance. Ouais, puis c'était exceptionnel, donc voilà. Si Mbappé était resté, le PSG aurait quand même gagné la Ligue des Champions. Si c'est le Mbappé de l'année dernière, non. Un Mbappé qui défend pas, quoi. Bah, si c'est Mbappé qui court plus de 6 km et qui fait pas faire la serpillière aux autres derrière pour lui, si c'est un Mbappé dans le logiciel de jeu de Luis Enrique, ils auraient pu même être plus forts. On peut pas non plus l'exclure. Ah, c'est vrai. En fait. C'est qui ton joueur préféré toujours en activité? Mahrez. Ok, au-dessus de Ronaldo. Ah? Au-dessus de Ronaldo? Ouais. Ok. Il reste 3 questions. Tu préfères le format actuel de Ligue des Champions ou l'ancien? J'aime bien le nouveau. Ton favori pour la saison prochaine, même s'il y a un mercato qui arrive? En quoi? En Ligue des Champions. Bah, le PSG. Ils sont Le tenants du back-to-back. titre. Bah, ils sont tenants du titre. Ils vont perdre aucun grand joueur, l'effectif est jeune, c'est vrai. Je dis pas qu'ils vont gagner, mais c'est pas un scandale de les voir favoris, quoi. La Coupe du Monde des clubs, est-ce que c'est une compétition en trop? Pour les clubs européens, oui, probablement. Pour les autres, non. Ok, bah, c'était la dernière question. Bon, bah, je te remercie. On est encore en période de Coupe du Monde des clubs, je te souhaite une bonne... Bah, c'est super, merci de ce moment, quoi. Merci. À très bientôt. À très vite.